Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Branché TV, consacrée ce soir au refus de soins en obstétrique. Refus de diagnostic anténatal, rédaction du projet de naissance, refus de césarienne, même en code rouge. Nous verrons comment réagir, quelle conduite adopter pour baliser le terrain en cas de mise en cause. Nous reviendrons donc sur ces différentes situations ce soir avec mes invités. En plateau, je suis avec Maître Georges Laccueil. Bonsoir Georges. Bonsoir Alexia. Maître Georges Laccueil qui est donc avocat spécialisé dans la défense des chirurgiens et des gynécologues obstétriciens. À distance, nous sommes avec le docteur Alain Proust. Bonsoir Alain. Bonsoir Alexia, bonsoir Georges. Bonsoir Alain. Alain Proust, donc, qui est gynécologue obstétricien et également médecin conseil Branchet. Donc, il a eu l'habitude de préparer la défense de ses confrères dans un litige en obstétrique. Je vous propose donc de démarrer. Avant, je vous rappelle que tout au long du live, vous pouvez poser vos questions dans le chat. J'ai le chat à côté de moi, donc j'y répondrai. Et si jamais il y avait beaucoup de questions et que nous n'avions pas répondu à votre question, nous la gardons précieusement et vous répondrons ultérieurement par écrit. On démarre tout de suite avec un premier cas, le cas du refus du diagnostic anténatal. Je sors les diapos préparés par le docteur Proust. Voilà, alors attendez, hop. Est-ce qu'on est bien sur la première, Alain? Parce que moi, si je me Vous pouvez retrouve... mettre la deuxième. Voilà, hop. Alors, on passe donc au refus de soins en diagnostic anténatal. Je vous laisse la parole. Alors, c'est simple, environ 15% des femmes ne font pas la totalité du diagnostic anténatal dans lequel nous en sous-entendons la réalisation de l'échographie du premier trimestre, dite T1, avec la mesure de la nuque, et la proposition qui systématiquement doit être faite de réaliser un dépistage sanguin de la trisomie 21. Donc 15% des femmes ne font pas la plupart du temps le dépistage de la trisomie 21. Et dans ce cas de refus de soins, il peut y avoir des litiges. On s'aperçoit que c'est un haut risque médico-légal parce qu'il y a un certain nombre de réclamations ou de plaintes. Chez Branchet, il y en a eu au moins 4 ou 5 dans les 3 dernières années, d'enfants qui naissent trisomiques alors qu'on n'avait pas réalisé cette prise de sang parce que la patiente l'avait refusée. Il se trouve, montrez la troisième diapositive s'il vous plaît, la suivante. Il se trouve que le refus de soins de réaliser cette prise de sang est encadré par un formulaire qui est apparu dans un décret dont nous vous donnerons, nous mettrons sur le site d'ASPRO toutes les références, et que la plupart du temps, on a tendance à faire remplir ce formulaire. Je voudrais demander à Georges Laccueil de nous expliquer si cette attitude qui est fixée par voie réglementaire lui apparaît à lui suffisante. Alors Alain, une bonne question parce que déjà l'intitulé du formulaire me laisse un petit peu pantois. Il ne s'agit pas seulement du refus d'une femme enceinte d'être l'objet d'examen de dépistage, mais si tu lis bien le titre, il est écrit refus de la femme enceinte de recevoir des informations portant notamment sur les objectifs. Donc c'est vraiment je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre. En termes donc d'intitulé, la chose est tout de même particulière. Ce document a été établi par voie réglementaire, par décret, comme tu viens de le dire. Il faut évidemment, dans ce type de situation, le faire signer, dater, le conserver, je le rappelle, parce que si on fait signer un document et qu'on ne le conserve pas, c'est comme si on ne l'avait pas fait signer, ça ne sert à rien. Éventuellement donner une copie à la patiente, à la parturiente. Mais c'est le sens de ta question, je crois que ça n'est pas suffisant. Et je crois qu'il faut doubler les choses de deux manières. La première, c'est oralement, en expliquant à la patiente les risques qui sont pris. Il ne s'agit pas de les majorer, il ne s'agit pas de faire peur. Le médecin, il n'est pas là pour ça, il est là pour soigner et rassurer autant que faire se peut. Et même parfois rassurer plus parce que c'est son rôle humanitaire et psychologique. Et il porte sur ses épaules le risque en faisant comme ça. Mais c'est bien. Donc rassurer, expliquer oralement, c'est la première chose. Et la seconde, encore plus importante sur le plan juridique, judiciaire, c'est écrire.
écrire, écrire, écrire. Autrement dit, ne pas se contenter de ce formulaire qui est administratif, hein, il a une grande valeur, mais écrire à la patiente. Chère madame, j'ai pris note de votre souhait de ne pas être l'objet d'examen, de dépistage, etc. J'attire toutefois votre attention sur, etc. Et on découle les risques de ce que je peux appeler un obscurantisme, c'est-à-dire une volonté de ne pas savoir. Pas seulement pas savoir ce qu'il en est, mais même pas savoir à quoi ça sert, si je lis l'intitulé correctement. Donc écrire, écrire, écrire. Les médecins, en 2024, doivent apprendre à écrire plus. Oui, en fait, ce que vous dites, Georges, c'est que ça rejoint toute la question du devoir d'information, en fait. Exactement. On est vraiment, encore une fois, dans toute cette question de la délivrance de l'information aux patients. Exactement. Donc il faut, même dans ce cas où il est écrit noir sur blanc, le refus d'avoir l'information, donc on est vraiment sur un niveau, effectivement, d'obscurantisme voilà, au niveau 0, il faut quand même donner une info de n'importe quel moyen, enfin d'un moyen tracé. Il faut donner l'info, il faut détourner ça, en fait. Il faut écrire. Si on avait dans les dossiers litigieux, qu'il s'agisse de cet aspect-là des choses ou d'autres aspects qui malheureusement sont multiples, si on avait plus de correspondance des médecins à leurs patients, en rappelant ce qui a été dit pendant les consultations, et c'est écrit, on vous demande de réfléchir, etc., on serait terriblement couvert. Et puis la patiente aurait les moyens de réfléchir et peut-être de changer d'avis. Merci Georges. En fait, ce que tu dis là, Georges, c'est qu'il faudrait que l'information soit idéale. Alexia a raison. Alors, ma question se poursuit. Chaque maternité a un centre de diagnostic anténatal de référence et doit avoir un centre de diagnostic anténatal de référence auquel il doit référer les cas difficiles, présenter les échographies anormales, présenter des situations anormales. Est-ce que tu penses que le fait qu'une équipe mette en place une conduite à tenir en cas de refus de ce diagnostic anténatal, en collaboration avec ce centre de diagnostic anténatal de référence, ou de présenter chaque cas, ou de faire enregistrer par le staff de ce diagnostic anténatal, peut être aussi un moyen, au-delà de l'information faite aux patients, un moyen d'apporter une preuve supplémentaire que tout a été fait et tout a été dit. Alors, je pense que le principal, c'est, comme disait Alexia, l'information directe à la patiente. Ce formulaire, et puis de la correspondance, des mails qu'on rajoute, et puis les consultations orales. Mais évidemment que rajouter à cela une information auprès du centre de diagnostic anténatal est quelque chose de positif. D'abord, ça montre qu'on travaille en équipe avec un centre de référence. Il y a une traçabilité de cette difficulté. Et puis, ça permet aussi peut-être en équipe de réfléchir à d'autres processus pour l'avenir. Oui, comme par exemple ce qu'on disait avant de démarrer ce live, le docteur Proust disait l'échographe peut dire, bon, bah, dans ce cas-là, pour être sûr, on revoit l'échographie T1, on en fait une deuxième si on pense qu'il y a peut-être une erreur d'interprétation, on sera très vigilant sur la T2, et donc ça, c'est effectivement une réponse collégiale pour éviter peut-être d'être passé à côté s'il n'y a pas de prise de sang. Absolument, absolument. Alexia a tout à fait raison. Ça peut mettre en place des protocoles de surveillance supplémentaires à ce qui est normalement prévu. Et peut-être que grâce à ça, on peut échapper aux risques qu'on n'a pas voulu connaître. On a déjà une question sur le chat du docteur Fanara. Bonsoir docteur, merci pour votre question. Quelle est la valeur du courrier au médecin traitant ou à la sage-femme dicté en présence de la patiente pour dire que la patiente ne souhaite pas de dépistage? Ça a une grande valeur. Alain, je réponds. Oui, vas-y. Ça a une grande valeur. D'abord, pour être précis dans la réponse, il faut bien qu'il soit inscrit en début de cette lettre dictée en présence de la patiente. Ça, c'est bien. C'est une info. C'est pas tacite. Hein. Et d'ailleurs, c'est une formule habituelle chez les médecins. Donc, ça a une grande valeur devant les tribunaux ou la CCI. C'est un document d'information présupposé être connu
dans son contenu par la patiente. Néanmoins, je reviens à mon propos initial, ça n'exclut pas d'écrire aussi directement à la patiente. En plus. Écrivons, écrivons. C'est vrai que c'est du temps, je sais que les médecins, les chirurgiens, les obstétriciens, ils sont surchargés, ils ont une masse d'obligations sur leurs épaules, c'est lourd à porter aujourd'hui. Néanmoins, il faut rajouter cet aspect des choses, écrire, écrire, écrire. Ok, écrire même si on n'est pas d'accord avec ce que souhaite la patiente, écrire pour dire on aura tout fait pour qu'elle ait son libre arbitre jusqu'au bout. On a une remarque du docteur Fournet qui dit il faut l'autorisation de la patiente pour présenter son dossier au codon. Alors, je ne sais pas si... CDPN. CODN, pardon, je suis désolée, je ne connais pas cet acronyme, pardon. Au CDPN, Au centre de c'est le dépistage. centre de diagnostic anténatal. Ah oui, Il il y a avait raison, une faute. il a raison, je n'ai pas donné les modalités de Non, c'est présentation. vrai que c'est des modalités administratives. Enfin, je suppose qu'à l'entrée dans la maternité ou dans le processus de suivi de la maternité, on fait signer, hein, je ne sais pas ce qu'il en est parce que j'ai jamais eu de problème de genre encore, mais je suppose qu'on fait signer quelque chose à propos des données personnelles. Mais le docteur Fournet, qui est un expert réputé, si c'est bien de lui qu'il s'agit, Je pense. a raison. Il faut que cet aspect des choses, au-delà d'ailleurs de toute notion de refus de soins, soit réglé par un accord sur les données personnelles signé par le ou la patiente, là en l'occurrence une patiente. Oui, il a raison. Alors, je peux poursuivre 2 secondes. Absolument. Je vois qu'il y a parfois des différences entre les établissements publics et les établissements privés, parce que beaucoup de gens dans les établissements publics actuellement, de médecins, écrivent aux médecins traitants en mettant courrier dicté, comme on vient de le dire, et en envoyant en double la lettre à la patiente, systématiquement. C'est beaucoup moins fait dans les établissements privés, je dois reconnaître. Ça devient plus fréquent, mais Georges, tu pourrais nous dire si le fait d'envoyer le double à la patiente a la même valeur que de lui écrire. D'envoyer le double de la lettre destinée au médecin La lettre traitant. que le médecin Oui. traitant. Tu sais, on peut remettre un double ou lui envoyer une copie de ce courrier, mais heureusement, à ce jour, le courrier fait foi. S'il est écrit, dicté en présence de la patiente, les choses vont être présumées faites ainsi. C'est-à-dire, autrement dit, elle aura entendu. Mais pourquoi pas envoyer une copie? Moi, ce que je préférais à envoyer une copie, c'est lui faire une lettre à elle, qui Oui, lui c'était soit ce que je voulais- directement. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Voilà, c'est ça. Et juste dans ces petites questions de curiosité, dans la lettre, est-ce que c'est un courrier classique ou c'est un courrier recommandé Non, on est sur le courrier classique. Le mail suffit. Ah, un mail, c'est ça qu'on appelle Si courrier. on a un mail, Hmm. ça suffit. On n'en est pas du tout au stade du courrier recommandé. D'accord, ok. Alain, est-ce que vous souhaitez poursuivre sur le deuxième cas de ce live, à savoir la rédaction Je voudrais juste faire une petite remarque Ouais. parce qu'on dit dans une de nos expertises où un médecin avait été mis en cause, je voudrais rappeler quand même que pour faire l'échographie de T1 et qu'elle soit correctement réalisée, il est nécessaire que les échographistes aient passé des tests et des vérifications et soient inscrits dans un réseau. Et il faut bien faire attention à cela parce que les experts, à juste titre, vont vérifier la qualité et vont exiger ce certificat d'authenticité de leur capacité à interpréter et à réaliser ces échographies parce que Absolument. ça fait partie intégrante du diagnostic anténatal pour clore cette discussion. Absolument. Merci Alain. On va poursuivre si vous êtes d'accord avec ce deuxième cas dans le refus de soins obstétriques au sens large. Il s'agit de, je mets ma slide, là, le refus de soins dans le cadre d'un projet de naissance. Voilà, alors là on va parler du projet de naissance qui est né donc suite à la loi Kouchner de mars 2004, pardon, non 2003. Alors, c'est-à-dire que 2002, c'est ça, pardon, excusez-moi. nous venons de voir un refus de soins dans le cadre qui est théoriquement encadré par un décret. Et nous avons vu qu'au-delà de ce décret, il y avait bien des choses à faire. Et à la suite de la loi Kouchner de mars 2002, le patient est devenu un acteur et la patiente, la femme enceinte et le couple sont devenus des acteurs de leur prise en charge. Je rappelle au passage que la grossesse est un phénomène physiologique, même s'il y a
à de nombreuses pathologies qui peuvent survenir au cours de la grossesse. Ce n'est pas une maladie que d'être enceinte. Donc, de cette constatation et de cette prise en charge par les patients de leurs propres soins sont nées l'habitude progressive depuis maintenant un certain nombre d'années de proposer ou de laisser les femmes présenter des projets de naissance. Donc, ces projets de naissance peuvent être des demandes particulières, des refus d'épisiotomie, voire des refus ou l'expression de ce qu'elles souhaitent. Certaines vont vouloir marcher, d'autres vont vouloir prendre un bain, d'autres vont ne pas vouloir de péridurale. Ces projets de naissance méritent, à mon sens, d'être étudiés avant, pendant la grossesse, parce que là, c'est vraiment pour moi quelque chose qui peut être anticipé, c'est-à-dire de ne pas se retrouver, on va en parler dans la troisième partie de l'émission, de ne pas se retrouver confronté à une situation où un couple, une femme enceinte, va vouloir imposer ce qu'elle veut au dernier moment. Donc, ce projet de naissance, bien entendu, il va falloir le tracer, il va falloir qu'il soit valable. Est-ce qu'il est opposable au médecin? Et la première question que je voulais poser à Georges, c'est de savoir si, à son sens, pour lui, ce projet de naissance avait-il une valeur juridique? On va discuter après de ce que l'on peut faire et de comment y répondre, mais pour moi, c'est important qu'il nous explique si, à son avis, ça a une valeur juridique opposable. Très simple, bien sûr, ça a une valeur juridique, à savoir l'expression du désir d'un patient, en l'occurrence une femme qui débute une grossesse et qui dit comment elle aimerait que ça se passe. Donc ça a la valeur juridique de la position de la femme à ce moment-là. Moi, j'ai une petite question. À quel moment il faut que l'obstétricien en parle au deuxième trimestre de ce projet de naissance? Il faut attendre, c'est au bout de combien de temps qu'il faut vraiment mettre en place, expliquer comment il faut le rédiger, tout ce qu'il faut dire, c'est vraiment quand est-ce qu'il faut le faire? Puisque le docteur Proust parlait d'anticipation, donc parfois, et on peut le faire un peu tard. Alain, c'est peut-être toi qui, sur la Oui, date... alors, moi, à titre personnel, j'estime que on a deux façons de faire. Soit on le fait à titre individuel et verbalement quand une femme vient s'inscrire, mais les femmes ne viennent pas forcément s'inscrire dans une maternité au même moment de la grossesse. Certaines femmes vont se faire suivre dès le début, d'autres vont se faire suivre au 8e ou au 9e mois. Elles sont suivies par des sages-femmes en ville. Mm. Donc, c'est difficile de répondre à cette question, mais ça pourrait être au sein d'une maternité à travers un document qui est remis quand les patientes s'inscrivent à la maternité, de leur dire tout simplement, si vous avez un projet de naissance, il est nécessaire de nous le remettre et qu'on ait le temps d'en discuter. C'est pas difficile de faire une information globale. Souvent, les anesthésistes, quand elles savent que quelqu'un s'inscrit à la maternité, envoient des documents aux femmes pour leur dire, vous allez avoir besoin de voir l'anesthésiste à telle date ou telle date. Mm. On peut s'inspirer de ce que font les anesthésistes et de remettre des documents en disant, vous allez accoucher dans notre maternité, de la même façon qu'on peut informer sur le nombre de césariennes, sur les différentes possibilités de préparation à l'accouchement ou quoi que ce soit, de dire si vous avez un projet de naissance, nous serons là pour vous écouter, l'étudier. Bon, moi, à titre personnel, quand je travaillais à Antony, on avait mis en place pour les projets de naissance qui nous paraissaient compliqués, une structure où la sage-femme responsable de la salle de naissance, la psychologue et la cadre de la maternité recevaient ces personnes et éventuellement un autre praticien que nous, quand on avait l'impression, que soi-même, pardon, quand on avait l'impression qu'il y avait une exigence, recevait aussi le couple et les patientes pour, bien avant la naissance, dès qu'on les voyait, étudier avec eux les points qui étaient faits. On doit dire que dans à peu près 80% des cas, les demandes qui nous étaient faites étaient déjà réalisées au sein de la maternité. Donc, c'était, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Alexia, mais je pense Si, que... tout à fait. On a une question, Alain, mais alors je ne sais pas si vous souhaitez d'abord poursuivre sur la slide avant que je passe la question Non, 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 on peut y aller.
Alors, la question du docteur Cherissi. Bonsoir docteur, merci d'être là. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Le refus d'accoucher par les voies naturelles est-il considéré comme un projet de naissance? Première question. Et quid de l'information à donner dans ce cas-là? Je pense qu'il y a une question pour vous, Alain, et pour Georges. Alors, moi, j'ai toujours fait une différence entre la patiente qui arrive et qui dit voilà, je viens, je vous, j'exige, je veux une césarienne. Je ne veux pas accoucher par les voies naturelles. Donc, un petit peu en rigolant, je disais toujours, Madame, vous voyez, la porte est là, vous allez ressortir, vous allez cogner à ma porte, vous allez rentrer, et puis vous allez me dire, j'aimerais qu'on discute de savoir si je peux avoir une césarienne et ne pas forcément accoucher par les voies basses. Pour moi, c'est la différence qu'il y a entre l'exigence et le consentement. Un médecin peut consentir à faire un acte à partir du moment où, pour une raison X, Y ou Z, on a discuté, on s'est mis d'accord, on a un projet. Hmm. De la même façon qu'une patiente peut arriver avec un projet de naissance, ça fait partie du projet de naissance pour moi. Et nous aussi, on peut avoir comme médecin, en effet, le projet avec la patiente de faire ça ou de faire ça pour les raisons qu'elle peut évoquer. Alors, c'est là où c'est important d'avoir éventuellement anticipé en mettant un circuit en place pour que un psychologue, un psychiatre, une psychiatre, Oui. des sages-femmes soient intégrés et que plusieurs personnes on puisse ouvrir une discussion. Et si à la fin de cette discussion, on est tous d'accord sur la solution, je pense que Georges sera d'accord avec moi pour dire qu'on le trace et qu'il n'y a pas de difficulté à réaliser une césarienne dite de convenance si pour les raisons X ou Y, tout le monde l'a accepté. C'est pas Alors, la même. bien sûr, alors évidemment, d'autant plus d'accord que, mon cher Alain, je n'ai pas fait 1 heure d'études de médecine, donc je ne suis pas compétent pour dire ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut distinguer 2 choses. La première chose, c'est le temps de la grossesse avec les projets de naissance. Et puis, un autre temps, mais dont on va parler tout à l'heure, qui Absolument. est le temps de l'accouchement, avec des demandes éventuellement spécifiques. Pour rester focalisé sur le premier temps, qui est celui de la grossesse, avec des demandes dans le cadre d'un projet de naissance émanant d'une femme enceinte. Il faut distinguer 2 choses, me semble-t-il. Je parle en tant que juriste, pas évidemment pas médecin. Il faut distinguer ce qui est compatible avec les données de la science, ce qui est possible, ce qui est envisageable. Et là, évidemment qu'on va accompagner au plus près les désirs de la femme enceinte en début, au milieu de sa grossesse. Et puis, ce qui n'est pas compatible avec les données acquises de la science, à savoir ce qui n'est pas compatible avec la sécurité de la femme, sa vie, ou celle de l'enfant, du fœtus, l'enfant à naître. Et là, il y a un véritable travail à fournir. S'il y a des demandes qui sont formulées et qui peuvent à terme s'avérer incompatibles avec la sécurité. Là, il y a un énorme travail à faire, mais qu'Alain vient d'évoquer, de discussion, d'explication auprès de la patiente pour lui dire on va faire tout ce qu'on peut pour être au plus près de ce que vous nous dites, mais on vous informe qu'il est possible que la situation se déroule de telle sorte qu'on ne pourra pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si elle est d'accord, on trace l'accord ainsi obtenu et qui sera réservé à la situation qui aura mal tourné. Ok, je suis d'accord pour faire ça ou ça. La problématique, me semble-t-il, c'est si pendant le cours de cette grossesse, malgré les explications du corps médical et des différents intervenants qu'Alain vient de viser, psychologues, autres obstétriciens, il y a tout un tas de gens qui peuvent intervenir, discuter, informer la patiente. Si malgré tout ce travail d'information, de discussion, la patiente dit non, je ne voudrais pas, par exemple, je ne voudrais pas de césarienne, quoi qu'il arrive, à froid, on est pendant la grossesse, on n'est pas le jour de l'accouchement. À ce moment-là, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures, c'est-à-dire qu'il faut commencer à écrire et éventuellement adresser la patiente à un autre établissement, un établissement public. De niveau 3.
Oui, oh, pas forcément de niveau 3. Georges a parfaitement raison parce que au refus de soins d'un patient existe le refus de soins du praticien, du médecin. Un médecin, en dehors de l'urgence, n'est pas obligé d'accepter de faire quelque chose. Même parfois, c'est une obligation. Quelqu'un vient me voir pour un cancer de l'ovaire et de faire un curage juste aortique, par exemple, ce que j'ai pas appris à faire, ben, je n'ai pas à le prendre en charge. Je vais refuser de le je vais le diriger vers quelqu'un qui va le faire. On est dans la même situation là. Si à terme de cette discussion anticipée pendant la grossesse, la demande est une exigence que le médecin n'est pas prêt à accepter ou que l'équipe n'est pas prête à accepter, il faut dire aux patientes, je ne vous prendrai pas en charge, je vous conseille d'aller voir le docteur untel ou le docteur untel, ou d'en référer au chef de service du niveau 3 de référence de façon à avoir un avis et qu'une autre équipe la reçoive. C'est ce que vient de dire Georges. Moi, je le dis sous une autre façon, mais c'est exactement la même chose. Mais Ça, là aussi, on peut anticiper. il faut anticiper. Donc, l'intérêt de ce live aujourd'hui, c'est vraiment que les médecins, les obstétriciens prennent conscience qu'il faut anticiper au maximum les difficultés de telle sorte qu'elles soient réglées au moment de l'accouchement. C'est réglé. Qu'est-ce que ça signifie réglé? Dans le sens positif, ça signifie que la patiente a renoncé à des demandes impossibles. Et dans ces cas-là, évidemment, on trace par écrit qu'elle persiste à souhaiter telle ou telle chose, mais qu'elle comprend que si, par extraordinaire, il fallait passer outre, elle est d'accord pour passer outre. Première traçabilité, écrite. Et écrite aussi la traçabilité selon laquelle, si elle refuse cette alternative de risque éventuel, elle est adressée et on écrit aussi pourquoi on refuse de prendre en charge la suite. Oui, ça fait aussi penser, même si c'est une autre spécialité, à la chirurgie plastique, où parfois Par exemple, il y a des demandes qui sont farfelu. impossibles, farfelues. Bon, là, c'est une autre spécialité qui n'a rien à voir, mais c'est vrai Mais que c'est la même c'est chose. la même démarche. Et là, on est dans l'obligation de moyens et pas de résultats. C'est la même chose pour C'est même en la même chose. obstétrique. Le médecin, moi, j'aime beaucoup les médecins, je les défends, mais voilà. Le médecin, tel que je le connais, qu'on les pratique, ils sont là pour être au plus près, pour soigner, pour guérir, pour atténuer les souffrances, pour être, dans le cas d'une grossesse, au plus près des désirs d'une femme. Mais il y a tout de même une ligne rouge, c'est le danger. Et le danger, pas pour lui, le danger pour elle ou pour l'enfant. Et là, le médecin, il n'est pas là pour accompagner quelqu'un dans le danger. Il n'est pas là pour ça. Si on veut jouer avec le danger, il ne faut pas s'adresser à un médecin qui ne veut pas de danger pour son patient. Absolument. Il y a une question du docteur Messaouidi. On va aborder cette question, docteur, dans la troisième partie, justement. Donc, on va y répondre, vous verrez. Mais Euh, Alain est d'accord avec ce que je viens de dire? Parce que c'est sous contrôle, Oui, moi. tout à fait. Hein. Je répète, moi, je pense que les différentes équipes ont intérêt. Alors, il faut bien sûr réfléchir par rapport à la structure des équipes elles-mêmes, à la façon dont les gens travaillent. Les maternités ont été regroupées et font maintenant, dans un certain nombre de maternités, en particulier privées et libérales, il y a des équipes qui se jouxtent. Tout le hmm. monde n'est pas forcément dans le même groupe. Donc, il faut harmoniser les pratiques, il faut essayer de mettre en place des protocoles de prise en charge et anticiper les situations compliquées. C'est-à-dire se dire, bah, si un jour, voilà, moi, si l'un d'entre nous est de garde et qu'arrive une patiente je vais donner un exemple, en faisant croire que le médecin qui la suivait, qui travaille aussi dans cet établissement, mais qui n'est pas de garde ou est absent ce jour-là, il m'a dit que, il accepterait de faire ci, de faire ça. Il faut que ça ait été tracé à l'avance, parce que sans ça, c'est la personne qui va être de garde qui va se retrouver dans une situation qu'on va chercher à influencer pour faire telle ou telle chose. On a tous des exemples à l'heure actuelle de patientes qui, parce qu'on leur a dit que on leur fera une deuxième césarienne alors qu'elles en avaient déjà une, font exprès de commencer leur travail
Je dis volontairement exprès, hein. Ils font exprès de commencer leur travail chez elles en se disant, je vais arriver à la maternité et on ne pourra pas faire autrement que de m'accoucher par les voies naturelles. Donc, toutes ces situations sont des situations compliquées. Et si elles ne sont pas anticipées par une équipe, s'il n'y a pas dans le dossier une traçabilité, une alerte, même faite par le médecin qui a suivi la patiente, hein, le fameux contenu de la première page du dossier, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette première page pour que quelqu'un qui n'a pas suivi cette femme puisse la prendre en charge? Tout ça, c'est très important. Juste, Alors, pardon. Allez-y, Georges. une alerte, mais pas seulement une alerte. Dans le dossier, un écrit à la patiente. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que nous essayerons de respecter au plus près vos desiderata. Néanmoins, je vous rappelle ici que dans telle et telle circonstance, nous ne pourrons pas. Et c'est écrit, noir sur blanc. Donc le dossier médical qui fait foi, Alain a raison, il fait foi, c'est déjà important sur le dossier. Mais la vraie sécurité, c'est aussi à nouveau un écrit à la patiente pour lui rappeler ce qu'on lui a dit et pour tracer l'accord qu'elle a donné, Oui, parce que parfois, il y a des dossiers qui se perdent. par exemple. Oui, et il y a justement une remarque du docteur Gérissi à laquelle vous avez répondu, Alain, hein. Il disait, dans le cas des maternités privées, avec de nombreux intervenants participant aux gardes obstétriques, conseillez-vous de formaliser un staff de discussion de projet de naissance qui poserait les difficultés le jour de l'accouchement? C'est exactement ce que vous avez dit, Alain, c'est ça. Oui, Donc, à partir au moment où dans un projet apparaît des exigences, il est nécessaire d'en discuter ensemble. parfait. Je vous propose qu'on avance sur la troisième partie de cette émission, puisque l'heure tourne. Oui. Alors, le refus de soins lors de l'accouchement. Alain, je vous laisse la parole. Alors, on va déjà élucider résoudre une question, puisqu'on vient de l'évoquer. Si une personne vient en cours de grossesse, pendant la surveillance de sa grossesse, et qu'elle exprime le désir de ne pas avoir de césarienne, on a le temps d'en discuter avec elle, on a le temps de faire ce que Georges vient de dire, c'est-à-dire d'écrire à la patiente, de bien lui montrer que dans tel cas, on pourra accepter, dans tel cas, ça ne sera pas acceptable. Donc là, on ne va pas parler dans cette dernière partie de l'émission de ce cas de figure, sauf si à évoquer la question que j'ai déjà dite, qui est celle de la personne qui va arriver au dernier moment. Mais Georges le confirmera, je pense, on est à ce moment-là dans une situation d'urgence, on n'est plus du tout dans la même, on est devant un fait accompli d'une patiente qui, pour échapper à quelque chose qu'elle ne voulait pas, a attendu longtemps ou vient au dernier moment. Donc je pense qu'on pourra peut-être en dire un mot, mais pour moi, je me trompe peut-être, mais il y a une nuance parce qu'on est dans une situation de fait et on a à agir par rapport à ce qui se passe à ce moment-là. En revanche, ce que j'aurais aimé qu'on puisse discuter, parce que c'est à travers les accréditations en équipe que je fais pour Ginerisc, une demande qui est de plus en plus fréquente des équipes, c'est quelle attitude? Comment devons-nous nous comporter devant, en en urgence pour la mère ou en urgence pour le fœtus? Comment devons-nous nous comporter si la femme, la parturiente, ou le mari, ou la famille s'oppose à la pratique d'une césarienne qui est médicalement indiquée? Alors, y compris Oui, une césarienne en code rouge, ouais. c'est là, là, on n'a pas d'anticipation. Il n'était pas prévu de faire une césarienne. Survient l'enseignement de la femme, une suspicion d'hématome rétroplacentaire, survient une anomalie du rythme cardiaque fœtal à risque d'acidose grave. Comment doit-on se comporter? Que doit-on faire si et on est en face d'un refus de césarienne? Il me semble, sur le plan juridique, que nous atteignions dans ce type de circonstances les limites de la portée du consentement. Dès lors que la vie d'un être humain est en jeu, et je parle de la femme, de la parturiente, ou que la vie du fœtus qui va naître est en jeu,
il me semble que le médecin, dans ce contexte d'urgence, c'est-à-dire dans les heures de l'accouchement, peut et doit passer outre. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la vie humaine et que le médecin n'est pas là pour la sacrifier au regard de l'expression d'un propos dont on ne peut pas à ce moment-là mesurer la véritable portée philosophique. On ne sait pas si la personne est consciente, qu'elle a mûrement réfléchi, ou si c'est un réflexe de crainte par rapport à la césarienne, etc. Si c'est simplement un réflexe de crainte inapproprié par rapport au risque de césarienne, on ne peut pas sacrifier la vie d'un enfant ou de la femme, peu importe, pour ça, c'est pas possible. Et puis, à contrario, si on respecte et qu'il y a un décès, c'est le procès. C'est le procès, parce qu'on viendra nous dire, mais j'ai dit ça comme ça, je ne savais pas que ça pouvait mal tourner. Je n'ai pas eu conscience, je n'ai pas entendu qu'on me disait qu'il y avait un risque vital. Donc, si on respecte ça et que ça tourne mal, on est en position à risque judiciaire majeur. Donc le risque judiciaire majeur, plus l'éthique, à savoir la vie de la femme, me semble, les deux, nous orienter vers une position où on dit s'il y a un risque vital, on outrepasse. Ok, c'est un peu finalement le fait accompli, il est là aussi, hein, en fait, puisque c'est l'urgence qu'on ne peut pas prévoir. Absolument. Donc on peut rétorquer ça comme argument. Absolument. Si en plus après on a tracé avant les échanges. Mais là, c'est un fait accompli. Là, il n'y a pas eu. On ne peut pas prévoir qu'il va y avoir des échanges, puisqu'on n'est pas dans le cas. Oui, bien sûr. Mais si on analyse le dossier avant. Alors, bon, bien sûr qu'on peut se dire, tiens, on va téléphoner. Alain évoquait ça avant l'émission, téléphoner au procureur de la République. Mais encore faut-il avoir son numéro, le joindre, lui ou son substitut, et puis qu'il se positionne. Donc, qu'on ait le temps de faire tout ça. Mais si on n'a pas le temps de faire tout ça, et je crois avoir compris, j'ai eu 4 enfants, que parfois les choses, ça va très 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 vite. Et particulièrement, si un risque vital émerge, alors ça va à toute vitesse, c'est des questions de minutes ou de secondes. On n'a pas le temps de passer des coups de fil, etc. Donc je crois que s'il est question de vie ou de mort, il faut aller vers la vie de la femme. Tout à fait. Oui, on ne peut pas... On peut difficilement aller contre ça, mais voilà, après, Alain, une remarque là-dessus. Oh, ça prolonge la discussion et je vais être provocant parce que certains juristes disent qu'il faut respecter la volonté de la femme même si l'enfant va mourir. Donc je pense que Georges n'a pas du tout cette position-là. Non, moi je n'ai pas cette position-là, et pas pour des raisons philosophiques. Hein. Ça, la philosophie, je la laisse en dehors de mon cabinet, du studio, de l'instance judiciaire. Mais pour des raisons de protection du médecin aussi. Je sais très bien qu'en accédant à une demande comme celle-là, je peux néanmoins me retrouver avec un procès, et un procès à risque. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'accède à quelque chose comme ça que je vais éviter le procès, ou que ça va être un procès facile. On va avoir quelqu'un en face qui dit « c'est pas vraiment ça que je voulais dire ». Et quant à, pour me répondre, me fait l'avocat du diable, quant à faire signer à la parturiente un document disant « je refuse la césarienne », alors même que vous m'avez informé du risque, etc., c'est un document dont la valeur est très relative, parce que plus tard, si procès il y a, elle pourra aisément dire « mais j'étais dans un état de souffrance, de stress, etc., qui font que je n'étais pas du tout consciente de ce que je signais ». Je pense que le mot de la fin, c'est de tracer. Voilà, tracer les échanges, envoyer un courrier direct à la parturiente, même si vous avez envoyé un courrier également au médecin traitant ou au centre de référence dans le cas d'un dépistage anténatal. La traçabilité, c'est ce qui vous protégera. Et évidemment, dans le cas d'un refus de césarienne en code rouge, voilà, la vie triomphe sur le risque de mort de la parturiente ou du fœtus. Donc, vous savez ce que vous devez faire, bien sûr. Et tout ça pour éviter le procès. C'est pour ça qu'on est là, à Branchet, bien sûr, pour prévenir les risques, en tout cas les risques de procès. On ne peut pas prévenir l'urgence, mais on peut essayer de vous donner toutes les armes pour éviter d'aller au procès et d'être responsable. Ça peut coûter cher et faire mal.
Merci beaucoup Georges d'avoir été avec nous. Avec plaisir, Alexia. Merci au docteur Proust d'avoir accepté de participer, c'est toujours très enrichissant. Merci pour vos questions. Vous retrouverez le replay de l'émission demain. Et encore désolé pour ce problème technique. Je rappelle que tous les lives disponibles de Branchet sont disponibles sur branchetsolutions.fr et que vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram @branchetTV. Juste après, nous vous diffuserons une vidéo promotionnelle pour un live qui sera animé par le professeur Julien Picard. Restez avec nous, à très bientôt. ASPRO est l'association de prévention du risque opératoire. Aujourd'hui, nous souhaitons nous adresser en particulier aux jeunes professionnels, les internes, les chefs de clinique, les médecins qui viennent de s'installer. Nous sommes bien conscients que vos préoccupations ont évolué. Les relations avec les patients, les relations entre collègues, les nouveaux outils de communication, mais également les conditions d'exercice tout au long de votre carrière. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons vous proposer une série « Prendre soin » en 3 épisodes. Dans le premier épisode, nous aborderons les relations entre soignants. Pourquoi sont-elles si spéciales et pourtant parfois si compliquées? Comment faire lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? Au cours du deuxième épisode, nous aborderons les relations avec nos patients. Nous inviterons des représentants de patients pour discuter de leurs attentes et voir comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons améliorer encore cette relation. Enfin, dans le troisième épisode, nous parlerons de ma relation à moi-même. Comment gérer mon stress, mon sommeil, mon alimentation, mon activité physique, comment me rendre compte que les choses ne vont pas et comment les améliorer. Je vous donne rendez-vous pour le premier épisode de Prendre soin. Parlez-en avec vos équipes et partagez l'information au sein de vos réseaux. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. À très bientôt.